Donc bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau webinaire de l'école Grey Scott. Donc là, on va parler un petit peu de conversion CUDA vers SQL. Donc pour rappel, c'est une école qui aura lieu du 1er au 12 juillet 2024. On va parler d'architecture CPU, GPU, de précision, de profilage mémoire, de profilage de calcul. On va parler de C++, de Fortran, de Rust, de Python. On va parler un petit peu de compilateurs C++, NVC++, DPC++, etc. On va parler aussi un peu de CUDA, de F, de NumPy, de OpenACC, de QNumérix, de Leggett, de TensorFlow et de JAX. Et puis d'autres aussi qu'on on vous réserve quelques surprises. Donc il y a trois modalités d'inscription. Il n'y a plus de place au lab. Donc là, ça fait plus d'une semaine déjà qu'on n'a plus de place au lab. On a mis en place une liste d'attente au cas où il y ait des désistements. Et donc par rapport au lab, j'ai plusieurs annonces. Donc on a une journée de Bootstrap. Donc l'idée, c'est que vous veniez avec vos projets que vous voulez améliorer pour qu'on vous donne un coup de main là-dessus, sachant qu'on aura justement nos sponsors qui vont nous débaucher quelques ingénieurs pour nous donner un coup de main aussi pour vous aider. Et donc l'idée, c'est qu'on va vous envoyer un mail, je pense, d'ici la fin du mois pour vous demander qu'est-ce que vous attendez de cette journée, qu'est-ce que vous voulez travailler ou qu'est-ce que vous voulez discuter. Ensuite, une autre annonce par rapport à Annecy, c'est qu'on vous offre le repas grâce aux sponsors, justement, donc notamment par rapport au webinaire qu'on a aujourd'hui avec Joël que vous connaissez déjà. Donc, ce qui vient avec ça, c'est que si vous pouvez pas venir, ça arrive, mais du coup, prévenez-nous qu'on puisse faire venir quelqu'un sur la liste d'attente, histoire de pas commander des repas pour rien. Parce que là, on va commencer toutes les commandes là, le début du mois prochain, donc c'est bien qu'on ait tout qui se mette en place. Une autre annonce par rapport à ça, c'est que à partir du 1er juillet à Annecy, tous les bus sont gratuits. Donc, tous les bus seront gratuits pendant l'école. Donc, comme ça, au moins. Question de déplacement, a priori, ça vous posera pas trop de problèmes. Bon, même si du coup, le fait que les bus soient gratuits, ça fait que beaucoup de gens prennent les bus, mais bon, au moins, normalement, ça vous simplifiera la vie. Et donc après, au LAP, bon, bah, là, il n'y a plus de place. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire en distanciel, donc sur différents sites satellites. Donc maintenant, on est à 12, mais peut-être 13, parce qu'à chaque fois, j'en ai un de retard. Je parle sous le contrôle de Marie et Karim. Il y en a 12 effectivement, et il y a une discussion cet après-midi avec peut-être une 13e. Ah d'accord, donc on n'est pas tout à fait encore à 13, donc ça va, je suis pas complètement en C'est retard, c'est ça. bien. Non, 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 on est, Ok, on est en progression. ok. Et donc après, la dernière formalité d'inscription, c'est de vous inscrire en distanciel, vraiment en streaming, donc sur YouTube. Donc comme ça, bah, vous pouvez suivre ce que vous voulez, comme vous le voulez et quand vous le voulez, parce que tout sera rediffusable sur YouTube sans problème. Après, vous n'aurez pas forcément les ressources de calcul qu'on mettra à votre disposition dans tous les sites satellites et au LAP. Mais bon, ça peut quand même vous aider parce que c'est vrai que 2 semaines, c'est long. Mais voilà. Et normalement, j'ai rien oublié. Donc sur ce, je donne la parole à Joël et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Pierre. Bonjour à tous. Je m'appelle Joël Falcou. Je vais un petit peu discuter d'un sujet différent de la dernière fois. On va discuter un petit peu SQL et plus précisément de la migration depuis CUDA vers SQL. On va parler un petit peu du principe, rappeler rapidement quelques points sur SQL, puis on essaiera un petit peu de faire deux, trois démos des outils qui nous sont mis à disposition. Sur le sujet, on va voir un petit peu comment ça fonctionne et on va essayer de regarder un peu tout ça. Alors, pour, euh, pour mettre un peu le contexte, hein, SQL, c'est un gros écosystème qui est soutenu entre autres par Chronos, c'est un ensemble de fabricants de processeurs, fournisseurs de compilateurs et depuis assez récemment donc une fondation, la fondation UXL. Et donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui permette d'adresser de manière standard à peu près tout ce qui bouge en termes de processeurs, accélérateurs, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur granularité, on va dire, hein. Ça va des CPU multicœurs aux GPU de tout type, au FPGA, etc. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu ce modèle comment dire, mono-source, mono-langage, d'accord, qui repose sur une technologie donc de compilation un petit peu spécifique et des bibliothèques annexes pour un petit peu structurer tout ça. Alors évidemment, quand on voit un peu cette chose-là, on peut se poser des questions, mais moi j'ai déjà écrit du code en CUDA, où est-ce que je me retrouve un petit peu là-dedans? Alors il y a deux bouts là-dessus. Il y a une première chose qui est quelque chose d'assez bête et méchant, qui est le fait que voilà, on a entre autres CodePlay qui fournit des drivers
un back-end SQL pour adresser les cartes NVIDIA. Ça, c'est la première chose qu'on va vouloir avoir. Et deuxièmement, il va falloir être capable un petit peu de faire ce travail de migration du code source CUDA vers du code source SQL. Alors, quand on y regarde un peu de loin et en plissant des yeux très forts, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, dans le sens où, voilà, si on prend un exemple un peu bidon, là, on va prendre le bon vieux Axpi, j'ai du code séquentiel qui ressemble à ça, hein, j'ai des valeurs dans des tableaux, je fais une boucle, c'est le truc classique. La transcription un petit peu naïve via SQL peut se faire de cette façon-là. On va allouer des blocs de mémoire disponibles à la fois sur le CPU et le GPU, on va les remplir, et on a cette notion de parallèle for, là, qui est cette fonction membre de l'objet CycleQ, qui va nous permettre, via une fonction anonyme tout à fait classique en C++20, de lancer notre noyau de calcul, élément par élément, sur nos données. On va attendre la complétion de ce calcul sur notre file d'attente de commande. Et une fois qu'on a ça, on récupère le résultat et tout le monde est content. Alors, vous remarquerez que j'ai évité d'utiliser un terme. J'ai dit on va allouer de la mémoire qui est disponible à la fois sur le GPU et le CPU. Et on va commencer un petit peu par ça. Cette mémoire disponible à la fois sur, alors prenons les bons termes, cette mémoire disponible de manière transparente sur le host et le device, en SQL, c'est ce qu'on appelle de la mémoire partagée. Et si un certain nombre d'entre vous dans l'auditoire ont déjà fait du CUDA, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est pas ça la mémoire partagée. La mémoire partagée en CUDA, c'est un autre truc, c'est cette mémoire qu'on va associer à différents éléments du bloc pour que des différents threads d'un même warp puissent travailler ensemble. Donc on a déjà des nomenclatures qui diffèrent. Par contre, quelque chose qui est intéressant à regarder, c'est qu'on retrouve un petit peu la même idée, parce qu'il n'y a pas 50 000 façons de programmer un accélérateur, ou du moins un device comme ça externe, c'est qu'on a cette notion que le parallélisme, il est porté par le fait que l'on va répliquer n fois avec une certaine stratégie de réplication. Ici, on fait quelque chose de très simple, on fait juste une espèce de boucle parallèle. On réplique quoi? On réplique un élément de calcul séquentiel, unitaire, on va dire, et on va le déployer dans l'espace de toutes les unités de calcul, et le parallélisme fait son affaire et on est parti. Donc, on retrouve un peu cet équivalent des noyaux CUDA, etc. Sauf que, au lieu d'avoir une forme un peu spécifique de fonction avec ce markup global, etc., d'avoir une fonction spécifique dédiée, ici, on a quelque chose qui est relativement idiomatique en C++ moderne. On passe une lambda fonction et on est parti. Alors pour l'instant, on triche un peu parce qu'on a masqué un peu de complexité derrière le typage automatique du paramètre ici d'indexation. On verra que, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on retrouve ce truc-là. Donc, on pourrait se dire, bon, la conversion ne va pas être si compliquée que ça. On va y venir. Autre chose intéressante en termes de différence un peu fondamentale, dans ce mode un peu naïf, on voit qu'on est obligé d'attendre la complétion des noyaux, chose qui est plus ou moins implicite sur CUDA. Alors, c'est pas que c'est implicite, mais c'est lié à cette notion soit de synchronisation explicite, soit de remonter des buffers via du CUDA même copie. Ici, on a une opération explicite de synchronisation parce que, par défaut, sous SQL, les opérations que l'on va lancer au travers de notre interface sur le device sont fondamentalement asynchrones. Donc, il faut penser aussi à ça. Bon. Mais ça, c'est quelque chose d'assez naïf. On fait un truc monodimensionnel, il ne se passe pas grand-chose. Dans les cas un peu plus compliqués, on va avoir envie de passer par d'autres machineries. Et la machinerie classique SQL qui va nous permettre d'être un petit peu plus robuste, c'est la notion de buffer et d'accesseur, qui va nous servir de pont, d'adaptateur, on va dire, entre cette fois-ci de la mémoire purement haute. Ici, vous voyez que j'alloue de la mémoire dans des std vectors, et puis voilà, et leur récupération et exploitation au niveau du device. Donc le buffer, qu'est-ce qu'il fait? Le buffer, c'est une espèce d'objet un peu intéressant dans le sens où c'est une espèce de vue. Donc c'est quelque chose qui copie pas les données en tant que telles, qui adapte l'accès à de la mémoire haute pour qu'elle soit consommable entre guillemets par le device. La consommation des données transmises par un buffer sont faites via des accesseurs, qui sont des objets qui vont faire, on va dire, l'intermédiaire entre votre code qui veut faire des choses à base de machin crochet et les données qui doivent transiter entre le hôte et le device. Les accesseurs ont plusieurs propriétés intéressantes.
Tout d'abord, on va pouvoir spécifier sur ces accesseurs un certain nombre de propriétés en lecture, écriture, etc., dont on va déduire au runtime les besoins de transfert descendant ou transfert remontant des données. Et donc, c'est ce couple buffer-accesseur qui va prendre en main, via ce qui est mis dans les constructeurs, via leur ordonnancement, les transferts des données accessibles par le buffer au sein du device. Et une fois que tout ça est accessible, donc après la construction de ces accesseurs, on retrouve ici un autre parallèle fort où on va retrouver notre structure de noyau. Cette fois-ci, on a quelque chose d'un peu plus compliqué, d'accord, dans le sens où la file d'attente de commande, c'est pas juste parallèle fort, on soumet une autre fonction anonyme qui consomme ce qu'on appelle un handler, qui est notre espèce d'objet de discussion entre le host et le device, avec lequel on va construire les accesseurs, on va faire un certain nombre de choses, et on va lancer une commande, une action, qui va effectuer un certain traitement. Et là, tout de suite, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut jongler avec ses buffers, il faut jongler avec ses accesseurs, il y a cette réflexion à avoir sur qui c'est qui monte, qui c'est qui descend, etc. Et une partie de de la qualité, on va dire, du code SQL va dépendre de ses choix, de voilà, c'est qui read only, c'est qui read write, comment les blocs et les actions sont enchaînés. On retrouve aussi ici un queue-wait. Ce queue-wait, en fait, il est redondant, donc on pourrait s'en passer, puisque les buffers utilisent un principe de RA2I, et lorsqu'ils sont détruits, ils vont clore toutes les transactions pendantes avec le device jusqu'à ce qu'elles soient effectuées. Et du coup, lorsque le buffer est détruit, une fois que le buffer est détruit, on est sûr que toutes les données sont remontées, que tout s'est bien passé. Ouais. Donc là, du coup, on pourrait avoir des choses un peu plus compliquées. Et on pourrait aller encore plus loin. Du moment où on va vouloir travailler sur des données multidimensionnelles, le parallèle fort va se complexifier, il va avoir besoin d'un certain nombre d'informations sur les groupes, sur combien il y a d'éléments dans chaque groupe, quels sont le nombre de dimensions dans les indexations, comment les indexations sont ensuite extraites et appliquées sur les éléments dans l'intérieur du noyau. Bon. Ce qui fait que très vite, du moment où on sort on va dire, je fais du X plus Y, ou je fais des choses très très simples, très très linéaires, on n'a pas forcément envie d'aller chercher à écrire cette transformation depuis CUDA vers SQL à la même. Hein. Surtout que, en général, ce qui se passe dans des applications un petit peu réalistes, c'est que les noyaux, on en a plein, leur interaction, elle n'est pas forcément, comment ça s'appelle, simplement linéaire dans le temps. Il y a on va potentiellement avoir des noyaux qui peuvent être, par exemple, génériques, hein, et qu'il va falloir potentiellement réécrire de la même façon, hein, etc., etc. Bon. Donc, l'idée, un petit peu derrière tout ça, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir des outils qui vont nous aider. Alors, peut-être pas à tout migrer instantanément de manière magique, etc. Parce que ça, comment dire, on va rester très, très, très pragmatique et très, comment ça s'appelle, un petit peu réaliste. C'est-à-dire que les outils de conversion automatique qui marchent dans tous les cas tout le temps, en général, il y a toujours un cas où ça marche pas. Donc, voilà. Mais par contre, on veut accélérer ce process de migration en donnant l'opportunité aux gens de dire, voilà, il y a plein de choses qui sont triviales à convertir, on va le faire pour vous, on va aussi potentiellement, on le verra dans la petite démo, s'occuper des trucs annexes, hein, le système de build, etc., par exemple. Et on va, quand on ne sait pas faire, quand la machine ne sait pas faire, pour diverses raisons, on va vous le dire clairement, mettre un petit truc, dire voilà, là, ça, on n'a pas fait, parce qu'on ne sait pas trop ce que vous voulez dire. Ça devrait ressembler à ça, mais on n'est pas sûr. On vous laisse la main et allez corriger ce qui reste. Et surtout, l'autre chose qu'on voulait pouvoir fournir, c'est que ce support de migration, d'accord? Il y a deux manières de faire. Hein. Soit vous faites quelque chose qui est lu par une machine et qui génère du code qui est censé être compilé par une machine. Et si vous regardez dedans le résultat, vous n'allez rien comprendre. Hein. Soit on essaye de générer un code qui est humainement lisible en respectant le nom des variables, le nom des fonctions. Et surtout, quand j'ouvre le fichier transformé, je retrouve mes petits, c'est indenté correctement. Enfin bon, bref, tout ce que vous voulez. Parce que sinon, en fait, les gens, lorsqu'on va leur donner un truc qui a été généré de manière automatique comme ça et qui n'est pas plus, lisible, les endroits où on nous dit qu'il faut modifier les choses, on va pas avoir envie d'y aller. Donc, il y a toute une histoire comme ça de qualité du résultat qui est importante. L'idée, c'est que si on transforme 80-90% du code et qu'après on demande aux gens d'aller fignoler 3-4 trucs, on a gagné déjà pas mal de temps et on peut avoir un ensemble de conversions beaucoup plus rapides que d'autres, et sur lesquelles on va n'avoir que très peu de vraies réflexions complexes à mener et on va pouvoir se focaliser sur les points qui sont franchement différents.
Alors, cet outil-là, il fait partie de la grosse famille d'outils open source autour de SYCL et plus particulièrement de OneAPI et qui va nous permettre un petit peu de démarrer ces conversions. Alors, l'outil s'appelle Cyclomatic, on va voir un peu en détail ce qu'il y a dedans, mais en gros, on va avoir un ensemble d'outillages basés sur des analyses de code à base de libclang ou liblvm qui va regarder le code qui est fourni, appliquer des heuristiques, ou voire même du pattern matching un petit peu avancé, générer du code SQL qui correspond, d'accord? Et tenter autant que faire se peut de conserver les performances, donc avec des choix des fois de transformation de code non triviales, par exemple sur toutes ces histoires d'attente plus ou moins implicite entre noyaux. Et du coup, ben, on va avoir quelque chose qui marche vite, ou du moins qui commence à marcher vite, et ensuite on va aller grignoter un petit peu les choses. Alors, ça, c'est quelque chose qui est accessible en open source. Donc, Cyclomatic, donc c'est disponible sur GitHub, hein, dans le gros, on va en parler ça après, dans le gros super projet OneAPI SRC. Donc, vous avez plusieurs manières de vous en servir. Soit vous aimez bien compiler les trucs à la main, vous pouvez récupérer le code directement. Il y a un process de compilation qui est relativement simple, qui est très bien expliqué. Si vous êtes plus consommateur de binaire tout fait, il y a un certain nombre de releases qui sont assez régulières. Et vous avez, alors, je sais pas comment, hop, on va cliquer là, vous avez tout un ensemble voilà, de versions précompilées avec différents setups qui sont là. Donc voilà, c'est assez disponible. Si vous avez si vous utilisez des distributions Linux un peu classiques, que ce soit Ubuntu ou Arch, vous avez alors Ubuntu, je sais qu'ils ont une version alors, qui n'est pas forcément la dernière, qui vient dans le package OneAPI by Skype. Sur Arch, vous avez accès à la version genre d'avant-hier si vous en avez envie, au travers de la cible, enfin pardon, de la pas de la cible, du package Cyclomatic Git qui va aller chercher les dernières releases à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui est assez simple d'installation, d'accord? C'est pas très très compliqué, ça se compile avec un compilateur normal, enfin, il n'y a rien comment ça s'appelle, de bien mesquin, d'accord? Donc voilà, bon, il y a un petit morceau de truc. Ça vient aussi avec un certain nombre de jeux de test. Si vous avez envie voilà, je vais vous c'est marqué là, il y a des petits, voilà, il y a des petits trucs pour relancer les tests, etc., pour vérifier un certain nombre de comportements de base. Donc voilà, donc ça se retrouve là. Et donc j'en parlais, OneAPI SRC, vous avez aussi tout le reste des gros éléments open qui vont autour de OneAPI. Okay. Celui qui nous intéresse, c'est Cyclomatic. Donc ça se télécharge, ça se déploie, c'est plutôt simple, c'est la partie cool. Et voilà un peu le process, la manière dont on envisage les choses. Alors il y a deux sous-outils, on va dire, dans Cyclomatic. Il y a Intercept Build, qui va, comme son nom l'indique, intercepter la manière dont vous construisez votre binaire, que ce soit avec make ou CMake, etc. Et qui va générer ce qu'on appelle un compilation database. Alors, c'est ces fameux fichiers, vous savez, compilecommons.json, qui en gros contiennent l'ensemble des choses qui sont nécessaires pour construire votre binaire. Et ensuite, on va potentiellement consommer ce compilecommons.json au travers d'un deuxième outil qui s'appelle DPCT. Alors, ça appelé des PCT qui a été renommé en C2S, mais il y a encore les alias, donc c'est pas trop trop grave. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez lui passer le compile commands.json. Vous allez dire voilà, les sources elles sont ici et les sorties sont à tel endroit. Donc ça va mouliner et ça va vous générer un ensemble de fichiers et ensuite on va pouvoir les relire, c'est le but du jeu, vérifier que les choses se passent correctement, compléter les petits manques, etc. et converger, avancer dans la transcription. Alors, ça n'a pas l'air, mais ces deux outils ont énormément d'options. On va essayer un petit peu d'embrasser quelques-unes, un petit peu utiles. Et on va essayer un peu de voir ce que ça donne sur un exemple pas trop trop compliqué, mais qui est un petit peu déjà un peu plus intéressant. Alors, bon, ça c'est du CUDA, il n'y a pas grand chose, hein. On se retrouve avec ce genre de truc-là. Donc j'ai un noyau, je mange mes pointeurs, je fais un petit truc, etc. Pas très très intéressant ici. C'est juste avoir quelque chose à manger. On a voilà la totale un peu classique des opérations
Sur ce genre de code, je démarre en allouant mes données, j'appelle mon kernel, je récupère un truc pour savoir si j'ai fait des erreurs. Et une fois que j'ai fait ce que je voulais, je libère ma mémoire device et j'affiche quelque chose. Voilà. Rien de bien mesquin. Bon. Alors, on s'aperçoit que du coup, effectivement, il y a plusieurs endroits où il va forcément falloir changer du code. Ces coups d'amalog vont devoir se transformer en autre chose. On va voir ce qui se passe. L'appel du noyau et sa définition vont devoir changer. La récupération des résultats aussi. Le nettoyage sur le device. Et ça, on va en parler. Quelque chose d'assez classique aussi. La manière dont les erreurs sont gérées. CUDA a un modèle à base de je renvoie un statut ou je modifie une variable globale pour savoir ce qui s'est passé. Truc un peu classique dans les API façon C. SQL, lui, est basé sur un système à base d'exceptions. Alors, on peut discuter du pour, du contre de ce choix-là. Mais du coup, il va falloir aussi changer potentiellement du code aux entournures, on va dire, de la gestion des erreurs. Bon. Donc voilà, donc il n'y a pas trop de trucs mesquins, on va voir un petit peu. Alors là, juste pour info, parce que je l'ai fait avant, histoire de vérifier que tout fonctionnait. Bien entendu, hop, zut, je dois l'avoir qui traîne ici. Bien entendu, c'est comme d'habitude, on a sourcé les fichiers OneAPI pour avoir le compilo, on a sourcé les variables pour cyclomatique. Alors bien entendu, si vous avez moi j'ai ça parce que je l'ai installé à la main, si vous avez un truc tout packagé, le premier suffit, d'accord? Et du coup, on va remonter ça, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Et du coup, si je fais dpctt-help, hein, histoire de voir un peu le truc, voilà, on voit il y a plein de choses. Blablabla, ça vous explique un peu tout ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Bon, c'est un truc assez classique. Vous avez deux types d'options, des options sur la forme du code. D'accord? Est-ce que vous voulez que les choses restent asynchrones? Est-ce que vous voulez forcer les dimensions des tableaux, etc., etc. Vous avez des choses pour vérifier que des choses sont bien du CUDA, on va dire, correct, qu'il n'y a pas de trucs expérimentaux. Vous voulez changer le suffixe des fichiers pour dire que c'est pas le CUDA, il n'est pas dans des points CU, il est dans des points machin, etc., etc. Vous avez un certain nombre de choses. Vous pouvez, si comment ça s'appelle, votre installation de CUDA est un petit peu exotique, ce qui peut arriver par exemple, surtout par exemple, dans certains cas, si vous travaillez sur des machines où vous avez des trucs genre load module et qui met les choses dans je sais pas, du OPT machin, et que c'est pas classique. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ceci. Chaque option est relativement bien documentée, ne serait-ce que dans ce -help, mais on verra, il y a une doc assez exhaustive. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des options sur, voilà, par exemple, on peut demander du CMake, on peut demander les extensions qu'on veut avoir. Enfin, bon, il y a plein de choses intéressantes. Il y a les trucs classiques de où est-ce que je pose mon input, mon output, etc. Donc ça, c'est dpctt et intercept build. Intercept build, c'est pareil, il a un petit ensemble d'options. Il y en a un peu moins, parce que c'est moins compliqué. Ça, c'est le truc qui va consommer votre fichier de build. Et donc, du coup, on va pouvoir dire, voilà, on met des options qui sont pas triviales, les trucs sont ici, les fichiers sont là-bas, etc., etc. Bon. Donc voilà, on a quelque chose d'assez. Alors, on va commencer par DPCT, pardon, avec quelque chose d'intéressant. Alors, qui, pour le coup, va pas forcément avoir un intérêt flagrant, mais qui est quand même un outil qui est intéressant. C'est l'option Query API Mapping. Alors, bon, si je lance comme ça, il me faut une valeur. Alors, ma valeur, c'est quoi? Du coup, CUDA malloc. D'accord? En quoi ça se transforme en SQL? Donc, vous allez pouvoir passer des bouts d'API CUDA par nom avec des jokers, des machins. Et on va avoir un truc qui dit, voilà, mais si vous faisiez ça avant, hein, voilà, ça va migrer vers ça. Ok, parfait. Et du coup, on va pouvoir, etc. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'un peu plus compliqué CUDA, c'est quoi? C'est async. Regget info, oui, non, c'est pas ça. Non, c'est même. Alors, voilà, vous avez une complétion avec tab aussi, ça c'est plutôt agréable. Même copie async, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ben, même copie async, ça va passer par j'ai une queue et je fais la même copie et puis c'est terminé. Voilà. Donc, on a ce petit truc aussi en mode question-réponse. Ça a son petit intérêt parce que en fait, ça nous permet d'avoir cette espèce de petit accès rapide à l'information, ce qui est toujours un peu intéressant sur ce genre de truc. Alors, ça, c'est une des petites
des petites options qui sont intéressantes. On verra qu'il y en a d'autres. Ça nous permet comme ça, voilà, d'avoir une réponse assez rapide, des fois sur des petites questions. Alors, moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est de convertir ce truc-là. Alors, on va le faire de manière un petit peu brutale ici, parce qu'on n'a qu'un fichier. Donc, on va pouvoir faire un petit coup de DPCT. Alors, DPCT, qu'est-ce qu'il veut? Il va vouloir avoir le fichier source, d'accord? Et l'endroit où on va vouloir ranger le résultat. Donc, moi, j'ai envie de consommer, alors, ça s'appelle SRC. Euh, alors, comment il s'appelle? Vectorad.cu, voilà. Vectorad.cu. Donc ça, c'est la source que je veux avoir. Je vais décider que ma sortie, j'ai envie de le mettre dans Output, par exemple. Et on va rien faire de plus pour l'instant. Alors, ça parse, il y a des choses, etc. Et ça me dit, voilà, j'ai... hop, on va me gratter comme ça. J'ai lu le fichier, je l'ai analysé, je l'ai migré. J'ai bien un fichier qui est sorti dans le répertoire qui m'intéresse. Alors, je vois qu'a priori, voilà, et il a mis au bon endroit. Donc, normalement, si je vais dans Output, voilà, j'ai deux trucs. Alors, j'ai ce petit YAML là, qui est potentiellement intéressant aussi, qui est une espèce de comment ça s'appelle? Je vais dézoomer un poil parce que c'est gros, pas trop quand même. Voilà. Une espèce de liste des remplacements, hein, qui est tel endroit, tel truc, par quoi j'ai remplacé quoi, etc. Donc, vous avez une espèce de log. Alors, c'est souvent des fichiers qui sont un peu compliqués. Une espèce de log comme ça des modifs. D'accord. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le point CPP qui a été généré. Et alors, normalement, si la technologie est avec moi, voilà, on va pouvoir faire un petit peu du... Donc, vous voyez, on a des choses là qui se correspondent. Donc déjà, première chose, avant de rentrer dans les détails, on s'aperçoit qu'effectivement, vous voyez, le code, il reste indenté, les variables n'ont pas changé de nom, je retrouve les fonctions avec des noms similaires, etc. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, bien évidemment, chose évidente, première chose, voilà, le remplacement des entêtes, ok. On s'aperçoit qu'on a un autre truc ici, là, qui est ce dpct.hpp, on y reviendra un peu plus tard, contient un certain nombre de petites fonctions d'aide, des choses qui reviennent régulièrement, et au lieu d'avoir un gros pâté de code redondant, ils sont mis à disposition dans ce point HPP. Alors, il y a une option dans dpct qui vous permet de soit vous en débarrasser, c'est-à-dire de ne pas l'utiliser et de répéter le code à chaque fois, soit de faire du insourcing, c'est-à-dire que ce fichier-là, il va être aussi répliqué dans votre répertoire de sortie, histoire de ne pas vous casser les pieds, à pas oublier de l'envoyer avec le reste de la chose si vous avez besoin de déployer votre code. Bon, les choses qui sont indépendantes de SQL restent bien évidemment là, ça, il n'y a pas de problème. Alors, on peut d'ores et déjà regarder le noyau. Le noyau, il est relativement similaire. On retrouve nos entrées. On a l'élément supplémentaire, donc qui est ce positionnement, cette fonction ce type, pardon, ND-item qui nous permet de repérer un élément de calcul en SQL. Alors là, comme on n'a rien demandé de plus, par défaut, SQL considère qu'on utilise de toutes les dimensions de la machine et du coup, il va arranger les choses dans une espèce de modèle à 3 dimensions, d'où l'accès là à ces deux là ici qui récupèrent la bonne position. Donc on voit que les threads IDX sont translatés dans ce qu'il faut, le code en lui-même n'a pas changé. Ah, ce que je pourrais avoir, merci. Voilà, on retombe sur ce qu'on veut. Là où on a un peu plus de différence, ici, c'est dans ce truc-là. Donc, on retrouve le main. On voit ici, on a un ensemble là de fonctions là, qui sortent de ce dpct de point de point. Là, on y reviendra un peu plus tard. On récupère la queue, on a nos pointeurs, on a notre statut d'erreur, une espèce de pseudo-type qui est fourni pour remplacer celui-là. Alors là, le modèle qui est choisi, c'est de passer par de l'allocation et du transfert de mémoire explicite. Pareil, c'est des choses qu'on peut contrôler. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un malloc device donc, qui alloue dans le device, comme son nom l'indique, donc qui est vraiment la transcription un pour un de ce qu'on fait avec CUDA-malloc. J'ai le nombre d'éléments, j'ai la queue dont on se sert. Alors, vous remarquez que contrairement à CUDA, bien entendu, on passe par l'API qui est typée, donc on a un certain nombre de flottants et non pas un certain nombre d'octets. On récupère ça dans les pointeurs qui vont bien.
L'appel du kernel se retrouve transformé en un parallèle fort ici sur une opération de calcul multidimensionnel dans laquelle en fait on retrouve voilà le truc de 1 par vector size devient hop, voilà ce fameux range ici. Alors il y a un choix qui a été fait. Alors je sais plus s'il y a des options pour le faire, mais je pense pas. Le choix a été fait d'avoir quelque chose qui est relativement explicite au niveau des appels de fonctions et du typage des objets SQL. Les trucs genre SQL range, SQL and range, en C++1, ils ont des syntaxes un peu plus simples, hein. On pourrait juste faire range accolade, mettre les trucs et il sait qu'il y aurait 3 dimensions. Le choix a été fait d'être explicite pour diverses raisons, principalement potentiellement pour faciliter la compréhension à sec du code et pour être sûr de pouvoir contrôler finement ce qui se passe. Donc ici, je démarre un noyau sur une grille 3D qui fait 1 par 1 par vector size. Mon noyau récupère son indicateur de positionnement, son ND-item, correspond à l'unité de calcul, l'espèce de thread en fait CUDA qui va travailler et j'appelle la fonction sans trop me poser de questions. Ça c'est pareil, c'est un gros classique. DPCT a tendance à garder l'aspect fonction anonyme au niveau minimum où c'est demandé et de pouvoir migrer le code dans des fonctions pour garder une espèce de d'iso-correspondance avec ce qu'il y avait avant. On aurait pu recopier le code qui est là ici, mais du coup on aurait perdu ce symbole qu'on avait avant et du coup voilà, il aurait fallu avoir un peu plus de réflexion pour retrouver ces petits. Donc c'est le choix qui a été fait. On a un truc de résultat ensuite qui reste là et ici je check error. Je dpct check error, voilà, qui sur quoi? Ben, sur le même copie qui récupère les données et qui attend la complétion du retour des données. On retrouve un dpct free ensuite, encore pareil, qui est un petit outil annexe, affichage du résultat, et on est parti. Par contre, la grosse transformation ici, c'est que là, voilà, le statut exit, là, il a disparu. On va voir par quoi il a été remplacé. Et une grosse nouveauté ici, c'est ce bloc try-catch applicatif, là, sur le main, qui en gros met un try-catch autour de tout le code du main, et qui catch n'importe quelle exception qui vient de SQL et qui va transmettre l'information. Alors ici, de la manière la plus, on va dire, naïve possible, parce qu'à part dire que ah là là, il y a une exception, ça gère rien. Mais voilà, ça met déjà en place ce truc-là. Alors, ce code-là, on pourrait arguer du fait que c'est pas forcément la manière la plus simple de l'écrire, il n'apporte pas forcément le meilleur layout. Par contre, ouais, j'ai appuyé sur mon bouton, le code il est là et il compile. Mais il fonctionne. D'accord? Et on n'a pas à chercher plus que ça. Ce qui fait que déjà, on a une espèce de base de travail. C'est pas trop comment commencer, parce que SQL, c'est différent, c'est pas la même chose. On a nos habitudes en CUDA. Là, on génère un espèce de truc qui est fonctionnel. Est-ce qu'il est optimal? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que il est suffisamment simple à comprendre? Ben, à voir. Mais la transcription a été faite. Et maintenant, on a une espèce comment dire, de bac à sable, si je puis dire, dans lequel on va pouvoir soit gratter un petit peu, on va aller voir la doc, on va regarder, ah oui, mais peut-être que j'aurais dû faire ceci, peut-être que j'aurais dû faire cela, peut-être que là, je peux mettre un buffer, etc., etc. Bon. Donc, on a cette facilité automatique. Le gros conseil qu'on donne souvent quand vous faites ce truc-là, c'est que vous pouvez, voire vous devez, d'accord, tenter de faire un maximum de migration incrémentale. C'est-à-dire que vous avez plein de trucs dans tous les sens. Je vais prendre, je sais pas, j'ai 7, 8, 9, 10 noyaux, vous voyez, comment ça s'appelle, CUDA. Je vais en migrer un, je vérifie, j'en migre un autre, j'en migre un autre, j'en migre un autre. Comme il y a très peu d'adhérence, il y a très peu de choses qui vont aller modifier de manière brutale la partie non CUDA de votre code, vous pouvez vous permettre de faire ça. Et comme ça, vérifier noyau par noyau, etc., que tout se passe bien. Une autre stratégie consiste à mettre des macros dans votre code source en disant, voilà, ce code-là, je le mets dans un ifdef machin, ou sinon, voilà. Et contrôler par le setup de ces macros sur la ligne de commande, savoir quel est le morceau qui va être effectivement converti ou pas converti. Donc ça, c'est la stratégie classique qu'on donne. Voilà, on va demander aux gens de travailler petit bout par petit bout. Alors, autre chose intéressante ici, vous voyez là, j'ai un makefile là, assez trivial. Donc si je fais make all, là, ça va me compiler ça me compile comment ça s'appelle? Mon CUDA. Alors bon, a priori, ça doit fonctionner. Je sais pas ce que ça calcule, mais voilà, ça le calcule. Parfait. La question, c'est que voilà, moi maintenant, j'ai mon output dans lequel j'ai des trucs. Moi, je compile ça, en fait.
Alors, il y a un truc assez intéressant, c'est que si on revient sur des PCT, là, voilà, on va pouvoir néanmoins aller dans juste vérifier que le code qui a été généré, c'est du vrai code. Vectora DPCPP, on va faire ceci, on va activer Cycle. Je ne mets pas d'option spécifique à la target, là c'est juste histoire d'avoir quelque chose qui fonctionne. Je vais appeler ça VCAD. A priori ça compile. Ça serait un peu embêtant sinon. Voilà. Et alors je sais plus, on avait le résultat là d'avant. Donc voilà, ça c'est celui de pardon. Ça c'est celui de CUDA, ça c'est le nôtre. Et a priori on a bien le même résultat. Bon, sur ce truc simple, c'était un peu évident. Alors, comment ça s'appelle? Le principe derrière, donc, il est assez simple, d'accord? Ce truc-là. On a d'autres choses un petit peu intéressantes aussi. On va revenir dessus. Si je refais un petit coup là, hop, je reviens en arrière. On fait un petit coup de conversion là. Ce truc-là, on peut faire ça de manière un peu différente. Au lieu de demander la sortie, on peut demander à analyser, d'accord, alors, tac, tac, analyse. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord. Analysis mode. On va analyser le point .cu. D'accord. Et on va avoir, alors là, le code n'est pas trop compliqué. On a une espèce de rapport, en gros, qui nous dit voilà, il y a tant d'appels de tel type. D'accord. Et en gros, ben, il y a 7 lignes de code où on va devoir pouvoir migrer de manière automatique. D'accord. Et sur ces 7, ben voilà, celles qui sont, il n'y a rien à faire, il y a un petit truc à faire où il va falloir toucher du code. Et voilà toutes les lignes qui ne seront pas migrées parce que j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Donc on peut aussi comme ça en amont passer un petit peu ces points CU et se dire bon ben du coup au lieu de tout faire comme un sauvage et attendre que ça se passe, je vais regarder comment ils se comportent tous un petit peu. Et je vais attaquer par ceux qui ont l'air d'être voilà, trivialement convertibles ou avec un effort minimal. Et on commence par ceux-là. Et puis ceux qui restent, ben, on les prend en dernier, on essaye de voir, et on va essayer de voir un petit peu le pourquoi du comment, on va dire, de ces choses-là. Donc voilà. Alors, comme je l'ai dit après, il y a pas mal d'autres options intéressantes. Juste, on va essayer d'en voir une ou deux un peu rigolotes. Donc il y a des choses des fois compliquées. Où la doc est très bien faite, je vous donnerai le lien. Il y a des trucs où en gros ça va vérifier que il n'y a pas il y a pas de code qui dépend d'extension du compilo, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela, etc. Et il y a des options qui sont un peu intéressantes parce qu'elles vont nous permettre de contrôler comment dire, le style, au sens vraiment style de programmation du cycle qu'on génère. Alors, par exemple, comme je l'ai dit, par défaut, vous voyez, il y a des choses qui sont très explicites. Voilà, mais moi, comme je suis un aficionado du C++ moderne, ça m'embête un peu. Donc, je peux demander d'activer un certain nombre de raccourcis. Donc, les fameux raccourcis sur. Alors, ah oui, pardon. Il y a ce truc-là. Alors, ça, c'est pas grave. On va effacer. Alors, chose intéressante. Vous voyez, là, j'ai relancé un truc et il n'est pas content. Il n'est pas content pourquoi? Parce qu'en fait, il s'aperçoit qu'il a déjà fait une migration avant. Il y a le point YAML et puis il y a un fichier. Et donc, du coup, il veut pas régénérer parce que j'ai changé les options de DPCT. Alors, on peut le forcer à le faire. Hein, on peut lui dire, voilà, no incremental migration. Et là, il va écraser. Vous voyez, hop. Mais par défaut, il préserve votre résultat d'avant. C'est-à-dire que si vous relancez une demande de migration en ayant changé des trucs, il va vous dire, vous êtes sûr de ce que vous faites? Parce que c'est complètement pas pareil qu'avant. Est-ce que vous voulez vous mettre ailleurs, etc. Bon, ce n'est pas une mauvaise ergonomie. Mais là, voilà, moi je dis, je sais ce que je fais, donc crac, j'écrase. Donc on voit par exemple, là, vous voyez que les ND range là passent en mode implicite, d'accord? On va pouvoir faire ça. On va pouvoir, je vais laisser nos incrémentales migration. Je peux par exemple, comme on l'a dit, voilà, on va pouvoir faire helper function. Il va nous rajouter, voilà ici, l'include du fameux DPCT. Ça c'est intéressant parce que maintenant, vous voyez, vous pouvez prendre le résultat de ce truc-là et c'est indépendant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des PCT d'installer sur la machine qui va compiler. Donc, vous pouvez prendre ce truc-là, le mettre dans votre Git ou dans votre, je sais pas, système de gestion de version qui va bien, ou le déployer comme ça, et tout est là.
Et du coup, voilà, il y a la totalité des trucs là. Alors, on pourrait regarder, mais par exemple, là, si j'en prends un au pif, juste histoire de, hop, on va fermer celui-là, là, parce qu'on en a plus besoin. Voilà, on va retrouver un certain nombre de choses qui va, en fonction de ce qui est activé ou pas activé, faire des choses. Voilà les fameuses erreurs, etc. Alors, tout ça, bien entendu, vous n'avez pas à y regarder parce que en général, ça vous concerne pas. Il y a un certain nombre de choses intéressantes, par exemple. Vous voyez, là, il y a un blastutile.cpp, il y a un dnllutile.cpp, il y a un fftutile.hpp, là. Vous voyez, la PAC, machin. Pourquoi? Parce qu'en fait, DPCT est capable aussi de convertir du code CUDA avec des appels à QBLAS, à QNN, etc. et faire les transformations nécessaires pour que ça continue de fonctionner et que ça passe par les bons systèmes. Donc c'est pas juste j'ai mis 3 macros par-dessus des empilements d'appels SQL, il y a de l'adaptation de choses non triviales. Je sais plus si on le voit ici ou si c'est dans le truc de base. Il y a aussi, alors c'est pas là, mais ça doit être quelque part dans le fichier. Il faut aussi transformer du code Thrust. Ça va passer. D'accord. Et il va y avoir des DPCT de point qui vont prendre la place des Thrust de point et qui vont contenir les bons trucs. Alors, je sais pas, si je prends Blast Utile par exemple, voilà, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, ça va linker avec la OneAPI MKL et ça va faire ce qu'il faut et ça remplace, vous voyez, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Voilà, il y a des trucs de trucs, mais par exemple, si je cherche le MM, voilà. On va se retrouver avec des trucs qui prennent tout ce qu'il y a besoin au niveau machin et font la petite glue pour retomber sur nos pattes. Voilà. Et en fonction de avec quoi vous compilez, ça le fait de différentes manières, etc. Donc il y a aussi ça. Et du coup, ce truc-là, c'est pas mal important parce que c'est un gros morceau qui simplifie pas mal la migration, d'accord? Et l'erreur qu'on fait régulièrement, c'est d'oublier de le trimballer avec nous. Et donc vous avez votre truc, ça va chez quelqu'un d'autre, il n'a pas des PCT d'inclus, donc il n'y a pas cet include de base. Donc ça, c'est une option aussi qui est intéressante. Ça vous permet de rendre autonome votre migration. Voilà, bon, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais c'est assez intéressant. Autre chose intéressante, dans certaines phases de migration où on ne sait pas trop, on aimerait pouvoir comparer, vous avez un keep original code. Voilà. Qui va, vous voyez, mettre en commentaire à chaque endroit où il y a quelque chose. Ben, en fait, avant, il y avait ça, avant, il y avait ça, tac, tac, tac. Ça vous permet comme ça de faire dans votre tête ou d'avoir une trace de qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Et voilà. Et donc ensuite, voilà, on va avoir, celui-là, on va l'enlever parce qu'il est un peu casse-pied. Toujours sur les helper fonctions, un truc intéressant, donc c'est, comment ça s'appelle? C'est helper function, non? C'est pas ça? Ah, il veut pas. Bon, il ne trouve pas ça. Helper function préférence de mémoire. Par exemple, on va pouvoir passer un truc du genre noq-device. Voilà, si je ne me suis pas trompé. Ah oui, il n'est pas content parce que je l'ai collé ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change, ça? Ben, ça va nous permettre de, voilà, les queues, les devices se sont mis par défaut au début et vous n'avez plus le DPCT get truc. Chose qui peut être aussi intéressant. Donc on a comme ça des variantes. Je remets comme c'était pour avant. Voilà. Là on a le device ici. Donc il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir modifier. Un dernier intéressant. Il y a un truc pour faire en sorte que le code SQL généré soit compatible avec le profiling. Donc principalement, voilà, ça met ça en plus et ça active un certain nombre de choses dans current device, etc., qui font que vous pouvez récupérer cette queue, récupérer les events SQL, faire des calculs de timing comme on a l'habitude de le faire en SQL et c'est bien mis comme il faut. Donc voilà, il y a des trucs. Et dernier machin, alors je ne sais pas si ça va être très intéressant sur celui-là, mais on va tester. C'est tirer comments. Voilà. Alors là, il n'y a rien généré. Bon, déception. Tirer comments, ça essaye de donner des commentaires, d'accord? Pour dire, voilà, là, il se passe ça, là, il se passe ça, là, il se passe ça. Bon, là, il n'y a rien de fantastique, donc ils n'ont rien mis. Mais quand même, quand on fait des appels à des trucs genre les bibliothèques externes de CUDA et que le code change globalement très fort, on va retrouver les choses de cette façon-là. Donc voilà, vous avez aussi un enable code pin qui change la manière dont les queues sont construites pour pouvoir faire du débugage remote aussi. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'options un petit peu de ce type-là pour récupérer la chose. Alors maintenant, on va revenir sur ce que je voulais faire tout à l'heure. On va garder ça. Et par contre, c'est pas ça qu'on va mettre. On va mettre le fameux gen build script. Voilà. Voilà. Et on a un makefile qui apparaît. C'était l'option que je cherchais tout à l'heure. Et grosso modo, bon, c'est du makefile. On va le renommer pour que ça soit visible comme du makefile. Hein.
Voilà, c'est du Makefile de chez Makefile, il n'y a rien de bien fantastique. Mais voilà, il y a ce qu'il faut pour récupérer voilà, le ICPX comme il faut, trouver les includes pour SQL, pour machin, etc., faire tout ce qu'il faut. Et ça vous met les boîtes, si vous voulez, à rajouter vos trucs. S'il n'y en avait pas, ça met ICPX, etc. Bon. Donc du coup, ça permet aussi comme ça, de régénérer un Makefile. Pour les gens qui font du CMake, vous avez l'équivalent avec Migrate Build Script qui va régénérer le CMake à partir du vote pour que ça compile avec du SQL plutôt que le CUDA, etc. Donc on a aussi cette migration sur les outils de build, j'ai envie de dire classiques, hein, parce que clairement c'est limité à CMake et Make, d'accord? Donc bon, c'est un choix arbitraire. Mais ça nous permet comme ça de... Toujours pareil. L'objectif, c'est d'avoir un truc où on peut démarrer. Et à partir de là, on va mouliner, on va regarder ce qui se passe, et puis on va rajouter, finir, etc. Alors, voilà. Donc vous avez une doc voilà, qui est sur cet endroit-là, là, où il y a un petit peu voilà, une redite de tout ça. Celle-là, elle est à jour comment dire, de chez à jour, dans le sens où elle est remise à niveau à chaque fois qu'il y a une release taguée dans le truc principal, ce qui est assez récurrent. Hein. On n'a pas regardé là, mais voilà. Il y en a une du 22, celle d'avant c'était le 21, ouais, donc il y en a régulièrement. Elles sont toutes taguées, donc vous pouvez facilement bloquer les références si vous avez un script de build un peu complexe et que vous voulez pas vous manger des bugs derrière. C'est assez bien géré en termes de trucs. Vous avez des releases voilà, numérotées aussi avec potentiellement des informations. Bon, il n'y en a pas parce que c'est des daily. Donc voilà. Et ça se déploie assez bien, je l'ai redit. Et donc, du coup, ça vient avec cette doc, voilà, où il y a un peu tout. Vous avez une fac, vous avez des trucs sur les fameuses. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux namespace des PCT, par exemple? Pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a un certain nombre de choses. Et donc, du coup, ça vous explique à quoi ça correspond sans que vous ayez à trop vous casser les pieds, etc., etc. Donc, on est vraiment dans cette optique de dire voilà, j'ai un truc CUDA qui existe, il y a déjà du Makefile, du CMake, du machin, j'ai du code interstitiel qui n'est pas du code CMake, pardon, du code CUDA, on est quand même capable de naviguer autour et de générer un code. On l'a vu, ça c'est vraiment enfin, c'est pas l'aspect le plus intéressant, mais c'est pour moi une plus-value qui est non négligeable. Le code, il est exploitable par quelqu'un derrière. C'est pas une espèce de gros machin écrit à la volée. Et tout ça vient du fait que voilà, c'est derrière la techno, c'est de l'analyse de code à base de libclang, etc. Et ça fait les choses correctement, ce qui est plutôt intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a derrière en termes de trucs? Donc ça gère à peu près tous les CUDA jusqu'à la fin du monde. Vous avez aussi la migration si vous faites du cube ou si vous faites des appels en driver CUDA. Vous avez le support pour Thrust, pour CUFFT. Assez récemment, là, un peu plus récemment que ces slides, vous avez, voilà, comment ça s'appelle? Vous avez QBlast, vous avez QNN, enfin, il y a pas mal de choses qui sont supportées maintenant. Voilà, il y a un certain nombre d'options là que je reprends. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Enfin, je veux dire, à moins que vous écriviez 90% de votre code CUDA avec des trucs expérimentaux, etc., a priori, ça va marcher. Donc, l'idée, comme je l'ai dit, voilà, il y a cette notion de migration incrémentale, fichier par fichier, hein, noyau par noyau, histoire d'éviter les cascades d'erreurs. Après, ça reste un outil automatique, donc j'ai envie de dire garbage in, garbage out. On va considérer que vous nous donnez du C++ valide, que s'il y a des macros spéciales, vous les avez redéfinis, que les chemins d'inclusion, ils sont bien où il faut, etc., etc., histoire que voilà, le système marche correctement. Pourquoi? Parce que derrière, donc comme je l'ai dit, c'est basé sur libclang, et libclang, lui, il se comporte comme un petit compilateur. C'est-à-dire que s'il n'a pas -std égal, ou s'il n'a pas -d mon option égale 4, ou je ne sais quoi, et que votre code l'utilise dedans, ben, ça ne va pas forcément marcher. Donc il faut considérer que on attend, entre guillemets, que effectivement le code il soit, enfin, pour que vous puissiez compiler votre code comme si c'était du code normal, ok, pour que voilà, pour que l'outil puisse travailler correctement. Alors on l'a vu, ça va assez vite, hein, ça a une vitesse de fonctionnement qui est assez agréable, voilà, ça reste ok en termes de trucs. Bon, ça c'est ce qu'on vient de voir, donc on va passer vite. Voilà, alors le truc c'est ça, c'est le plus gros souci, c'est la gestion des erreurs CUDA. Je vais y revenir un peu. Et CPT, dans certains cas, va émettre des warnings en disant ben, votre truc là, il est un peu bancal, je ne sais pas trop quoi faire. Et il génère un code qui compile, mais qui en gros va pas vérifier quoi que ce soit d'autre. Dans le sens où en gros, lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est renvoyer une valeur depuis une fonction qui potentiellement en renvoyait pas.
Et après, c'est à nous de nous débrouiller pour retomber sur nos pattes. Donc, on retrouve souvent ce schéma-là à base de je fais un truc et je fais virgule 0 derrière pour forcer le renvoi de 0. Et ça, en général, il y a un commentaire qui vous dit là, la gestion des erreurs, elle n'est pas faite parce qu'on ne sait pas faire. Il n'y a pas d'erreur remontée par SQL à cet endroit-là. Donc, débrouillez-vous, faites ce qu'il faut faire. Donc, voilà un petit peu le truc. Sachant qu'en gros, là, ce qui se passe, c'est que ça attend que si ce truc-là échoue, on n'arrive pas là. Donc, il y a une autre valeur que 0 qui tombe dedans, etc. Ce qui est un peu cru, d'accord, mais qui permet de compiler. C'est toujours pareil. L'idée, c'est d'avoir un truc où je lance mon truc, je mets mes options et ça fonctionne. C'est souvent là où on va avoir, comme il disait tout à l'heure dans l'analyse, du small manual work, parce qu'il va falloir gérer les erreurs. SQL, il utilise des exceptions, il n'y a quasiment pas de code d'erreur, donc il va falloir essayer de naviguer autour de tout ça. Okay. Bon, ce qui reste acceptable comme effort supplémentaire. Donc voilà, donc des fois, voilà, il va falloir passer par le truc qui va bien, s'apercevoir qu'on a ce qu'il faut, etc. Des fois, il n'y a pas d'erreur à récupérer, d'accord? Et donc, en fait, on va juste l'enlever. En fait, nous, on sait que le get info sur le device, il ne peut pas échouer, alors que l'équivalent de CUDA pourrait. Donc, on récupère, parce que si ça échoue, on a une exception, mais on peut se dire, voilà, bon, ben, l'exception sur la récupération numéro de version, c'est pas trop ce qui m'intéresse, donc on passe à la suite. Voilà. Ça nous laisse le choix. Ça marche. Si on s'en fout, on continue. Si on a besoin d'être pédantique ou que si on est dans un endroit où il y a des choses où il faut faire vraiment attention, on a le squelette de code qui est là et on peut recontinuer. Donc voilà. Ben, sur ce, voilà un petit peu le tour. Merci de votre attention. S'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et encore une fois, merci de votre accueil. Eh ben, merci Joël pour ce webinaire. Alors, je vais regarder dans le chat, mais il me semble qu'il n'y a pas encore de questions. Je suis très embêté parce que tu as répondu à plein de mes questions Ah, pendant ta désolé. présentation. Mais c'est pas grave. C'est du just in time question answering. Exactement. Surtout, tu t'as répondu à tout quasiment vers la fin. Du coup, je suis bien embêté, mais bon, c'est pas grave. Oui, tu as beaucoup parlé de commentaires. Ouais. Est-ce que si tu as déjà commenté ton kernel CUDA, il arrive à propager les commentaires dans la Euh, conversion SQL? Bonne question. Je pense que le plus simple à faire, c'est ça, tu vois. Je pense on peut même faire des trucs un petit peu. Soyons, comment Parce que dire. c'est vrai que tu peux avoir des kernels assez complexes et Ouais, qui sont voilà, et pas t'as mal envie d'avoir des commentés trucs. parce que Oui, du oui, coup, bien tu veux être sûr. sûr de ne pas oublier ce que tu as fait. Donc, A priori, j'ai envie de dire, je vais mettre le minimum syndical là. Voilà. A priori, de mémoire, comme pour lui, ça fait pas partie du truc. Voilà. Tu retrouves les commentaires. Alors après, ah, c'est magnifique. j'irai pas mettre ma main à couper parce que j'en ai besoin que potentiellement. Alors je sais pas si vous voyez là, mais ça c'est un artefact aussi de quelque chose. Il y a un coup de clang format automatique qui est fait aussi. Et donc du coup, potentiellement, le commentaire va pas être exactement sur la même ligne parce que voilà, après reformatage, ça a pu bouger, mais il va être collé au truc auquel il était collé avant. Celui-là, il n'est pas exactement comme les autres, etc. D'ailleurs, le clang formatting, ou si vous avez une option pour le contrôler si vous voulez, là par défaut, il fait du LLVM, mais vous pouvez lui passer votre clang format si vous voulez, etc. Et comme ça vous permet au passage de conserver votre style. Donc les commentaires sont conservés. Faut bien Ok. voir que c'est pas un truc à grand coup de, comment dire, je vais caricaturer. C'est pas un truc qui se fait à grand coup de sed awk ou je ne sais quoi. Il y a une vraie analyse, comment dire, du code qui est faite, hein, de par l'appel à libclang en interne. Donc on sait, l'outil sait ce qu'il est en train de manipuler. Oui, oui, tu as la Or, LLVM derrière, du coup. voilà, Mais tu as du coup, l'LLM c'est super, derrière, quoi. il sait ce que c'est, voilà. Vous avez le même genre alors pour ceux qui pratiquent, je sais pas, mais vous avez le même genre de look, pas de look and feel, mais de sensibilité, on va dire, que ce que vous avez avec tous les outils basés sur LibClang, que ce soit ClangD par exemple, ou les outils de refactoring un peu avancés qu'il y a dans VS Code ou dans d'autres trucs comme ça. Donc il va pas se tromper, d'accord? La seule chose qui peut se passer, c'est que, je sais pas si je l'ai fait là, voilà, il a même pas, donc il les a mis comme ça, mais voilà, il les a bougés à droite, à gauche, etc. Donc il sait que ça doit rester là, il sait que associé au nœud de l'AST qu'il est en train de manipuler, et puis c'est parti. Voilà. Donc ça, en général, ça bouge pas non plus. Alors après, potentiellement, il faut repasser sur le commentaire, parce que des fois, les commentaires, ils vont être très CUDA, il va pas réécrire vos commentaires, on n'en est pas là, mais voilà, ça vous permet déjà de conserver Mm. la structure générale. Ouais, Ouais, tu gardes les idées de ce que tu as fait, ouais, c'est c'est quand même ça, c'est très ça. bien. Et voilà, alors c'est un peu verbeux parce que voilà, les noms sont ceux qui sont, mais après voilà, je veux dire, clac clac,
hop, et puis on est parti. Encore une fois, on a tout qui est déjà fait, on a juste à mettre la sauce comme on a envie si on n'est pas d'accord avec la couleur de la moquette ou avec la manière dont ça a été, positionné. Sachant que, comme on l'a vu, on a plein d'options déjà qui gèrent les options, on va dire, de style. D'accord. Mais voilà, les commentaires passent. La plupart des choses se comportent à peu près bien, que ce soit d'ailleurs dans le kernel ou dans le code principal. En général, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Voilà. Ok. Mais j'avais une question par rapport aux variables aussi. Alors, je ne les fais pas Ouais. dans l'ordre, mais c'est pas grave, comme tu viens d'en parler. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais je me dis que comme l'outil arrive à convertir énormément de choses, est-ce que ça peut arriver que tu aies deux variables en CUDA qui correspondent à une seule en SQL ou inversement? Et du coup, si ça arrive, comment il s'en sort? Je suis pas sûr. Alors, je suis en train de Je suis pas réfléchir sûr que ça précis. arrive. Pour le coup, Je j'ai pense, pas d'exemple en tête, mais euh, pour les ouais, cas très avancés, je sais pas. je pense que ce qui peut se passer, c'est que si tu écris du, et c'est moi qui vais dire ça, hein, si tu écris du C++, un peu borderline en termes comment ça s'appelle, pas d'être standard, mais d'être un petit peu compliqué par rapport à ce que ça fait, et Hmm. que tu tricks le système à pas voir que tu avais deux machins qui en fait, bah oui, c'est la même référence mutable vers la même chose, et donc, haha, tu peux Ah pas oui, non, faire A moi égale B. je pensais vraiment Mais en termes d'API, hein, pas en termes de je programme non, non, n'importe en comment. termes C'est d'API, vraiment juste en termes non, d'API. non, je pense qu'en termes d'API, ça passe. Mais Faut ouais, je vraiment pense aller aussi, chercher mais des. j'ai pas d'exemple. De toute façon, le truc, c'est que j'arrive pas, tu vois, à trouver un exemple dans lequel, en fait, tu vois, c'est pas le truc où je peux te dire, ah oui, si t'écris ça, c'est mort. Parce que je Hmm. sais même pas ce qu'il faudrait écrire pour que ça marche pas. Bah, j'ai pas d'exemple en plus, c'est pour ça que je te pose la Donc, question. je pense que non, par priori, ça doit bien se passer. Je suis en train de Ok. réfléchir, mais non, faut vraiment aller chercher des trucs complètement dégueulasses niveau langage pour que. Mais encore, je joue même pas parce qu'il va juste voilà. Il va le reproduire sans comprendre s'il pense que c'est pas ce qu'il faut. C'est Hmm. peut-être ça qui peut se passer. Et du coup, tu peux avoir des effets de bord qui ne sont pas ceux que tu attends. Mais le code en sortie, il est censé compiler. Parce que quand il y a quelque chose qui n'a pas de sens, il le dit et il s'arrête. On a un message d'erreur de DPCT qui dit voilà, ligne machin, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, normalement, a priori, ça devrait se passer correctement. Dans le, où est-ce qu'il est? J'ai encore perdu ma fenêtre, décidément. Dans le dépôt, alors je sais plus si c'est dans celui-là ou s'il y a un dépôt à côté. Où est-ce que où est-ce que ça va être? Alors je sais pas où est-ce qu'ils vont l'avoir rangé. Bon, ça doit être. On va chercher ça façon. Alors, comment il s'appelle? On va chercher Vectorad. Il y a des exemples dedans. Ouais, voilà, c'est Cloud Test. Ok, ok, ok. Je vais faire ça et je vais remonter d'un cran. Astuce. Voilà, vous avez un certain nombre de tests des différents trucs. Ces tests, vous pouvez les lancer depuis le Ninja quand vous compilez. Et vous voyez, il y a énormément, énormément de choses. Et tout ça, ça se passe à peu près très bien. Donc normalement, oui, ça va loin. Vous voyez. Ce truc-là, par exemple, là, truc avec des thread group, etc. C'est des choses qui vont se faire traduire. Donc, en général, si tu es là-dedans, c'est que ça passe les tests. Bah, c'est Ça vous bien, donne une idée un peu de jusqu'où ça va. Vous voyez, par exemple, là, Cublas avec des lambda. Alors, qu'est-ce que c'est Bah, c'était une autre question que j'avais, ça tombe Voilà. bien. Alors là, c'est des tests façon Clang. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais en gros, les commentaires contiennent ce que l'outil doit générer. Et ça vérifie enfin, le test vérifie que ce qu'il y a dans les commentaires, c'est bien ce qui a été machiné, y compris les erreurs. D'accord. Et donc là, du coup, voilà, il y a un certain nombre de choses, mais ça doit devenir ça, etc., etc. Donc, si vous avez un doute, en fait, moi, c'est ce que je fais de temps en temps parce que, ben, comment ça s'appelle? Il y a des moments où, bon, voilà, moi, j'aime bien aller revoir leur test histoire de voir où on en est. Ça, par exemple, ça doit être le bon vieux. Non, c'est pas celui-là. Ah, ils l'ont enlevé, ils l'ont renommé. Il y avait, vous savez, le bon vieux exemple à la noix, là, où on calcule pi en faisant la somme des machins, là, qui est un truc qui est super rigolo à faire sur GPU parce qu'il y a pas de données qui transitent, donc vous mesurez principalement le temps de calcul. Et c'est un truc où il y a des réductions, etc. Et en général, ça pas forcément évident. Alors peut-être qu'ils l'ont mis ailleurs, mais enfin bon, bref, il y a énormément d'exemples non triviaux. Et en général, voilà, c'est des choses. On parlait des commentaires tout à l'heure.
je sais pas ce qu'il fait, mais voilà, il régénère les trucs comme il faut, etc. Voilà quoi. Mais bon, bref. Donc, si c'est là-dedans, ça marche. Ok. Et donc, du coup, ça vous permet déjà de valider, voilà, des choses qui sont pas forcément triviales là-dedans. Bon, c'est un peu long aussi là. Et donc voilà, donc en général, dans le doute, moi je passe par ça et je regarde un peu ce qui se passe. Et puis si mon truc a pas l'air de vouloir marcher, alors que ça ressemble, mais c'est que très certainement il y a une story quelque part dans le comment ça s'appelle, dans mon code, ou que j'ai fait un truc un peu bête. Ouais, voilà, il y a les tests sur Trust aussi par exemple. Alors il est un petit peu, ouais, voilà. Voilà, ils font des appels à plein de trucs de Thrust et c'est pareil, ça génère ce qu'il faut. Enfin, bon, donc voilà, donc il y a pas mal de choses à regarder dans les tests unitaires. Ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce qui se passe. Donc il faudrait Ok. regarder ce que tu dis, mais je pense qu'il n'y en a juste pas en fait. Parce que pour moi, s'il y a un problème de ce type-là, c'est la sous-couche clan qui va dire qu'est-ce qui se passe et aller mourir. Hmm. Voilà. Ok. Oui, ensuite, tu as dit, typiquement QFFT qui peut être géré aussi, tu as Thrust qui peut être géré aussi, Ouais. pour le coup, ça c'est très impressionnant. Et du coup, comment ça se passe? Il arrive à convertir ou vraiment il appelle QFFT comme il faut à Non, 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 travers SQL? derrière, en gros, il appelle, la plupart du temps, il appelle soit des trucs qui sont dans la MKL, soit qui sont dans d'autres modules de OneAPI. Ah oui, donc tu as vraiment l'équivalent, oui, bah oui. Donc Ok. voilà. Il y a des fois des trucs, alors je sais plus, non, CUDA FFT, c'est pas ça. De mémoire, je l'ai pas fait, je m'en tiens un truc, je me sers pas souvent, mais je sais que par exemple, avec QDNN, des fois, il y a des trucs qui sont pas exactement pareils parce que euh, la sémantique de certains trucs, je sais plus, alors je sais plus dans quel sens c'est, mais il y en a un des deux, ça copie quand tu passes les données, l'autre, ça les copie quand le noyau va démarrer, et donc du coup, potentiellement, faut faire gaffe parce que si tu fais un truc un peu trop sioux pour ces trucs à base de oui, oui, je lance et puis je remplis et puis de manière asynchrone et le remplissage il passe bien avant que ça démarre, tu peux avoir des surprises, mais c'est assez rare. Et en Hmm. général, moi j'ai envie de dire, bon, les gens, ben, on va écrire du code normal, hein, et puis comment dire, on va voir après comment on peut faire pour retomber. Mais tu vois, ouais, QDA FFT, pas celui-là il est peut-être un peu plus simple. Voilà, ça passe par ce DPC FFT derrière et qui a un wrapper autour de ce qu'il y a dans OneAPI et ça se passe sans qu'on ait à trop se poser de questions. La deuxième grosse idée assez importante, hein, c'est d'avoir cette espèce de petite micro-bibliothèque de wrapper qui permet en fait de générer un code qui n'est pas infâme tout en s'assurant qu'on fait les bons trucs dans les bonnes grosses bibliothèques. Et ça, c'est vrai que ça aide aussi à garder une conversion qui explose pas parce que, je sais pas, OneAPI FFT, c'est 50 lignes pour démarrer et que voilà, tu te retrouves avec quelque chose qui est imbitable parce que tu as plus de bruit que de, que de choses. Donc ça permet de conserver un code qui est cool. Et il y a vraiment énormément de choses, hein. Je crois que la plupart des bibliothèques QMachine sont supportées. Ce qui peut se passer, et c'est là où il faut regarder, potentiellement, il y a un décalage entre je sais pas, je dis n'importe quoi, QSolver, je sais pas, il y a un truc qui est sorti avant-hier, bon, mais à part le temps que les gens le rajoutent, mais ça se fait avec un délai qui est assez acceptable, et la plupart du temps, il y a tous les trucs de base que tu as envie de faire tout de suite, quoi. Donc, la plupart du temps, ça se passe bien. Donc, ouais, là-dessus, pour moi, c'est le truc aussi qui fait que on n'a pas envie de le faire à la main. Parce que dès que tu vas tomber sur autre chose, que je fais un kernel CUDA avec mes petits doigts et je fais des trucs comme j'ai appris à le faire et que tu as besoin d'appeler des grosses bibliothèques, ben, tu es un peu bloqué. Là, c'est géré, il n'y a rien de spécial et c'est parti. Donc voilà. Alors après, dans la série détournement de situation, il y a des fois où c'est l'inverse. J'ai besoin de faire marcher un truc en CUDA avec un Q machin que j'ai jamais touché. Je jette un œil à leur test parce qu'en général, ils ont fait l'effort de d'écrire le CUDA minimaliste qui fonctionne. Et ça permet aussi de savoir où est ton problème dans ton CUDA. Alors, ce qui est un peu un truc complètement, comment dire, un gros détournement, mais ça permet aussi d'aider là-dedans. Ce petit truc-là, il est vraiment pas mal et il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller regarder dedans. Donc voilà. Donc, ouais. Donc tout ce qui est FFT, DNN, alors les images, ça marche. C'est le truc où j'aurais un peu plus de réserve. Parce que de mémoire, le problème, il est du côté de SQL dans ces cas-là.
le support des images SQL dans ICPX très, très clairement, c'est assez récent. Donc potentiellement, c'est encore un petit peu bancal. Mais tous les trucs un peu classiques, c'est là et ça marche. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Voilà. Ok, bah pour continuer dans les utilisations avancées, tu as parlé d'attente implicite entre noyaux Ouais. dans SQL, et du coup, je me demandais, alors par contre, je me rappelle plus et je retrouve plus la version, je ne sais plus dans quelle version de CUDA c'est arrivé, mais est-ce que du coup, il y a moyen de convertir des CUDA graphes, ou est-ce que ça va Oh, arriver? alors bonne question. Mais c'est très récent, mais c'est peut-être pas la 11.4 Je comme l'ai, c'est ouais, peut-être plus tard que c'est arrivé. j'ai vu passer des issues et des pull requests sur le sujet. Ah oui, donc Euh, ça je, va s- arriver, je pense que potentiellement. ça va arriver, Ouais. mais alors, je sais pas du tout où ça en est à l'instant T. Je suis en train de regarder s'ils n'ont pas commencé à merger des trucs, mais a priori non. Parce qu'il y avait des trucs, mais c'était pas ça. Je suis en train de regarder rapido, qui est pas des, que je veux pas dire de bêtises, mais la dernière fois que j'avais cherché, je n'avais pas trouvé. Ouais, non, ils ont pas dû l'émerger. Ça doit traîner dans des PR, potentiellement. Ok, donc ça arrivera certainement à un Ouais, moment. ça va finir par arriver. Ouais, il y a des trucs, vous voyez, il y a des machins pour des 3D aussi. Enfin, il y a des trucs un peu dans tous les sens. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus oblivious possible à pas mal de choses, quoi. Donc, si ça y est pas, c'est peut-être regarder, on va regarder bêtement, hein, mais ouais, voilà. Ouais, ça date il y a un petit moment quand même. Du coup, Oui, euh, bah là, il y a une grosse mise à jour cette année, mais CUDA ouais, voilà. ça existe Plan depuis to quelques temps, implement. mais Ah ben regardez, voilà, 2024 Q1. ok, bah voilà. Bon, alors on est un peu en retard, mais Oui, mais du coup, ça va arriver c'est prévu. Oui, ouais, je incessamment, pense que quoi. ça sent le à quel Robert on peut fourguer le travail pour que ça soit fait, je pense. Euh, voilà. Après, je pense que ce qui doit se passer aussi, c'est que il y a un système déjà dans SQL hein, de gestion des graphes de tâches qui est Hmm. inhérent au modèle de programmation. Oui, donc Donc c'est la pour ça, question, ouais, les donc la c'est question, naturel je pense que le truc, c'est que ça doit être un cas où qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déplie les appels à coup d'agrafes et on les reconstruit comme des events SQL qu'on await là où il faut? Bah, Ou ce sont est-ce des events que, aussi, en fait, dans CUDA, voilà, donc finalement, c'est assez proche comme manière de et faire. t'as des fonctions de construction de graphes maintenant, je crois, dans QGraph qui sont des trucs un peu boîte noire où tu dis, voilà, mon schéma de graphe, c'est celui-là et après je te donne les noyaux. Et donc, je pense Alors, que c'est. faut pas confondre CUDA-graph et QGraph, c'est deux projets différents et Alors, c'est très my bad fourbe. alors. My C'est bad très, alors. C'est très peut-être ça. fourbe. Dans ma tête, je pensais à l'autre. Ouais, Du coup, les trucs QGraph, c'est avec les vraiment de graphes. l'analyse de graphes. CUDA-graph, c'est pour lancer des kernels. Enfin, C'est après, ça, oui, oui. les deux se parlent, hein, Mais mais c'est pas les mêmes il projets. me semblait néanmoins que dans le coup d'agraphe, tu avais un truc à base de. Tu peux définir un graphe de tâches et aller changer Oui, les tâches a oui, posteriori. ça c'est CUDA-graph, ça. Voilà, c'est ça. Et donc Oui. là, je pense que c'est le genre de truc où il y a du travail à base de est-ce qu'il ne faut pas avoir un DPCT de point graph qui fait semblant de, tu vois, Hmm. d'avoir un appel qui ressemble et qui fait le bon truc derrière, encore une fois, pour pas te retrouver avec un code générique qui est infernal. Hmm. Donc je pense qu'il y a des efforts de ce type-là, tu vois. Mais Ouais. parce que sinon, le reste du truc est. Enfin, je veux dire, c'est évident. Enfin, c'est évident. Il y a littéralement. Enfin, comment dire euh, je sais plus ce que je voulais dire. Et c'est un truc que je trouve intéressant dans SQL, c'est que par défaut, tu es en asynchrone et c'est à toi d'orchestrer. Donc, du coup, tu es un peu obligé de faire ça de toute façon. Et donc, je Oui, bah, pense c'est pour ça. Ouais. qu'effectivement, la transition, elle devrait être assez simple. Contrairement à CUDA, où il faut penser à faire les trucs, les machines, les assign, etc. Là, tu l'as par défaut. Et donc, du coup, je pense que la transition, elle devrait être assez simple, modulo, voilà, comment ça s'appelle, de voir en fait que les choses doivent se faire assez vite. Mais je pense qu'après, ce qui doit se passer, c'est ça, c'est comment c'est fait. Les gens doivent être un peu en train de se poser des questions de c'est quoi l'ergonomie qu'on veut avoir derrière, quoi. Donc voilà. Mais je pense que ça va finir par tomber. Alors Q4 Q1 2024, voilà, on va être à Q2 bientôt. Bon, ben, si ça arrive à la rentrée, ça arrive à la rentrée. Mais je pense que c'est quelque chose qui va finir par décanter. Et puis voilà, quoi. Alors, j'hésite en termes de questions tordues. Bah, remarque, pour finir sur CUDA-graph, une grosse mise à jour de cette année, c'est que tu peux appeler, quand tu crées ton graphe, tu peux appeler QFFT, QBLAS, QSPARSE et compagnie, et il arrive à comprendre Et, que cet appel-là fait partie du graphe et qu'il faut récupérer la version asynchrone de l'appel. et qu'il faut récupérer la version asynchrone de Ouais. l'appel.
Donc ça, c'est une mise à jour de cette année, hein, pour le coup. Hein. Oui, Ça bah, n'existait pas avant, c'est vraiment CUDA 12.4, hein, c'est dans la version de maintenant. Donc pareil, je suppose que ça arrivera ça devrait peut-être se faire, oui, l'année voilà. prochaine, ou Je, enfin je, quand tout le reste sera déjà prêt. Mais je pense que je sais pas trop quelle est leur stratégie. C'est-à-dire que est-ce que c'est s'il y a des gens qui proactivement font la course ou est-ce qu'ils attendent que les gens demandent? bah après, s'il y a déjà Voilà, quoi. QFFT, et s'il y a déjà un début de graphe, normalement, il y a toutes les Ça briques de base devrait y pour faire arriver, la voilà. suite. Donc Sachant que, encore une fois, c'est pas fait automatiquement, bon, c'est hmm. pas grave. Prends le truc Oui, oui, généré, tu vas dépioter ton event, tu vas le machiner. T'as déjà 80% du travail qui est fait. oui, bah toute la partie des graphes existe déjà en SQL, donc Donc voilà. normalement, il faut peut-être le faire à la main, mais Oui, je pense que ça doit retomber à ça. Et du coup, voilà, parce que là, on commence vraiment à être dans ce que moi j'appelle la périphérie un peu des choses un peu triviales. ah bah oui, mais Donc, t'as répondu et à toutes voilà. mes questions simples, alors c'est de ta faute. Non, Il y a mais je un veux dire, moment. en termes que ça soit pas forcément immédiatement disponible. Oui, oui, mais du coup, Voilà, je pense que oui, oui, il n'y a pas de souci. là, c'est des fonctionnalités très avancées. D'ailleurs, j'en ai une autre qui t'a allé sur un truc vraiment tordu, parce que voilà, là, on est. Parce que, bah oui, mais il y a un moment, moi, je suis curieux, Il faut. quitte à faire des trucs tordus, parce que là, donc, tu as parlé les coopératives groupes qui sont Ouais. gérés, donc ça aussi, c'est super puissant pour le coup. Mhm. On va pas se limiter qu'aux appels triviaux de CUDA, enfin les appels vraiment simples, on peut avoir des choses un peu plus sioux, et ça c'est bien. Euh, Est-ce que il y a un équivalent pour la communication entre GPU à la Nickel ou à la Non, NVSHMEM ou OpenSHMEM ou ça pour le moment je faut pas pense pas que pousser. ça soit ça va pas être dans le scope. Ok. Ouais, c'est plutôt calcul, c'est pas. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et je sais même pas si t'as un équivalent en fait Ben, je natif. connais pas, mais peut-être qu'il est en Bah, cours de ouais. développement, mais Alors pour info là, pour revenir sur le mapping CUDA, il y a cette page aussi de ref dans laquelle en gros il ah y a voilà donc ouais, il y a NVGraph, celui dont on parlait. Et NVGraph clairement c'est non, voilà. Et là. Mais après, tu vois, là, si tu cherches voilà, à Trust, tu as la liste des trucs qui sont supportés et qui sont pas supportés. Pareil pour les appels runtime. Et pour les trucs chelous, tu as la référence aussi sur le diagnostic. Alors, je sais pas, par exemple, device get image, je sais pas qu'est-ce qui queen. Ouais, voilà, parce que ben, ça n'existe pas en SQL, donc ça renvoie à zéro et merci d'être venu. Voilà, donc voilà, il y a les diagnostics références aussi, j'en ai pas parlé. Il y a les trucs qui disent à chaque fois, voilà. Là, ce que vous essayez de faire, ça n'a pas de sens en SQL. Donc, on a mis 0, on a mis nul op, mais débrouillez-vous pour trouver l'équivalent, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pareil aussi. Il y a cette espèce de cross-referencing entre les deux. Et voilà, voilà, il y a des trucs. Voilà, ça par exemple, c'est un truc qui est OK en CUDA, ça l'est pas en SQL parce que c'est pas OK en C++20, donc voilà, enfin bon bref. Donc on va aussi retrouver ça, et donc du coup, depuis la page là, de migration, si je reviens un poil en arrière, voilà, quand problème il y a, vous avez la référence du problème, etc. Voilà, quoi. Donc voilà, enfin je sais pas, NCCL c'est pareil, bon, il y a des trucs, mais c'est pas complet, bon, voilà. Mais la plupart des choses sont plus ou moins supportées. Voilà, si je regarde. Sur Arcublas, il y a à peu près tout. Souvent, les trucs qui sont pas supportés, c'est des trucs qui n'ont pas de sens de toute façon, là, les callbacks et tout ça. Mais voilà, je veux dire, si vous avez besoin de faire SROG, ça y est. Si vous avez besoin de faire GBMV, ça y est. Enfin, bon, bref. Donc voilà, alors, par exemple, là, il y a des diagnostics. Alors, je sais pas ce que ça va être. Ça, c'est des trucs sur les erreurs. Cublas, j'ai dit. Et les autres, c'était quoi, par exemple? Là, celui-là, c'est voilà, c'est tout. Voilà, voilà. La plupart du temps, sur les grosses bibliothèques, les diagnostics que vous allez avoir, c'est CUDA, il renvoie zéro ou pas zéro, mais nous, c'est pas comme ça que ça marche, donc débrouillez-vous, quoi. Donc voilà, on retombe un peu toujours dans le même truc. Donc ça, c'est pareil, c'est une page qui est relativement importante quand vous avez des soucis ou quand vous voulez vous dire, bon, j'ai envie de démarrer, mais moi, j'ai ce truc-là qui a l'air chelou, est-ce que c'est supporté? Déjà, ça vous donne une idée de où est-ce qu'on en est dans les choses, quoi. Voilà, DNN, c'est pareil, la plupart du temps, c'est des choses qui sont pas forcément hyper intéressantes. Donc voilà. Donc on retombe là-dessus, et je pense que c'est là qu'il faut enfin, c'est le truc qu'il faut surveiller pour savoir quand est-ce que les trucs magiquement apparaissent ou disparaissent en fonction des choses, quoi. Et bah, il n'y a toujours pas de questions dans le chat. Posez vos questions hein, si vous en avez dans le chat. Je continue, mais je vais finir par être à court de questions.
Oui, quand tu as parlé de la mémoire partagée de SQL, Ouais. donc tu as parlé justement qu'il a besoin d'avoir une allocation qui est symétrique. Enfin, c'est très proche de ce que fait NVC++, hein. Tu Oui, as oui. tous tes pointeurs qui sont transparents d'un côté et de l'autre. Mais du coup, si tu fais de la simulation, tu pourrais avoir envie d'utiliser ton GPU au maximum et de pas trop allouer de mémoire de l'autre côté pour avoir quelque Ouais. chose d'asymétrique. Tu peux lui demander gentiment Ben, par défaut, ou... c'est ce qu'il fait. Par défaut, il Ok. génère des appels à malloc device, en fait. Hmm, Et du coup, tu peux contrôler finement ce qui se passe. hmm, Que, voilà. Sachant que après, alors, il y avait des trucs, mais je sais plus où ça en est. Il y avait un mode qui était plus ou moins prévu pour qu'on puisse avoir la même chose, mais que ça génère des buffers. Alors, le problème du support des buffers, on va le dire comme ça, c'est que c'est assez facile d'inférer le code device SQL à écrire à partir du code device CUDA. mhm. Et c'est plus compliqué en termes, je pense, de génération de code et de réflexion, d'être capable de dire, ah oui, j'ai vu telle opération sur tel truc, donc j'en déduis que l'accessor il est read only ou qu'il est write only, etc. Et je pense que ça doit être un peu compliqué d'avoir un truc où il n'y a pas de faux positif. Et c'est pour ça qu'en fait le code généré il passe par ces allocations explicites avec voilà des pointeurs, des machins donc en mode USM plutôt que de passer par les buffers. De toute façon, la seule chose qu'on perd entre les deux, c'est le fait il faut bien faire attention de malloc et de free dans le bon sens. Ça, les buffers nous libère de cette contingence, mais comme là le code il est autogénéré, il n'y a pas de raison qu'on se trompe. Donc bon, c'est plutôt moins acceptable. Et du coup là, ouais, là on va pouvoir contrôler finement qui a loué quand, qui remonte quand, et on n'est plus sujet à, on va dire, la flexibilité entre guillemets euh, de la mémoire partagée qui va se déplacer toute seule, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, et qui potentiellement va se décider à recopier un truc alors qu'on était en train de faire autre chose ou je ne sais quoi. Donc par défaut, on fait du device host explicite plutôt que de passer par malloc shared. Et du coup, on évite une partie de ces problèmes de facto. Ouais. Ok. Bah, j'avais une dernière question, mais c'est peut-être moi qui ai mal lu. Il me semblait que dans ton exemple avec DPCT, tu as un DPCT out et tu lui passes Je pense que étoile, c'est une étoile typo. point, t'as étoile.cu. Je l'ai vu tout à l'heure et Et je me vu, suis dit, c'est bizarre que ah non l'output, ça non, soit un je, étoile.cu. tu me fais penser à corriger les slides avant que je te les donne. Mais oui, il y a le in et le out ont dû être inversés. Ah oui, c'est ça, ouais. Je l'ai vu en passant et je me suis dit, ah, j'ai fait une bêtise. Donc Ok. voilà. Ouais, Oui, donc le c'est bien out, le in qui est en CUDA et le le in out qui... contient Ouais, les CUDA et le out, ouais. oui, oui, bien sûr. Parce que sinon, ça serait pas top. Et du coup, oui, voilà, l'option maintenant qu'on aime bien, c'est route là. Et pareil, il y a in route, comme ça, tu n'as même pas Hmm. besoin de les lister. Il prend les CU, il prend les machins. Si c'est pas des CU, il les recopie et basta. Voilà, quoi. Donc, mais oui, oui, le truc est à permuter sur le slide. Je corrigerai ça tout à l'heure. Donc, je te Ok. l'envoie. Parfait. Bon, bah, je suis arrivé au bout de mes questions. Merci en tout cas. Eh ben, merci encore pour ce webinaire. Donc Parfait. pour les petites annonces habituelles, donc voilà, il y a des merci qui arrivent dans le chat. Bon, bah, c'était très clair en fait, personne n'avait de questions. Bah, voilà. Donc merci encore pour nous avoir fait ce webinaire, Joël, c'était super intéressant. On va peut-être jouer un petit peu avec ça aussi pendant l'école, hein, bien sûr, hein, évidemment. Bah ça, faudra voir Ça... ça avec. Faudra qu'on voie, on fera prévoir un truc avec David, parce que c'est David qui fait Oui, oui, mais justement, l'enseignement en cycle, hein, c'est ça, voilà. c'est un très très bon On- complément au webinaire de David, donc pour le coup, voilà. Donc voilà, comme vous le rappelle Marie dans le chat, le prochain webinaire, ça sera le 6 juin. La semaine prochaine, exceptionnellement, on vous laisse tranquille parce que c'est le forum TerraTech. Donc du coup, le 6 juin, ça sera la première partie du retour de la GTC. Donc la GTC, c'est la GPU Technical Conference, c'est la conférence de NVIDIA sur les nouveautés de l'année, donc qui a eu lieu en mars cette année. Donc pour le coup, je vous ferai un retour, donc un premier retour. L'idée, c'est de faire... Bah tiens, je fais ma pub à moi-même, tiens, tant qu'on y est, hein, voilà. Donc l'idée du 6 juin, c'est de faire un retour de la GTC 2024 en termes de retour d'expérience de toutes les architectures qu'il y a eu avant depuis 2020. Donc je vais faire un rappel des nouveautés de 2020 à 2023 en termes d'architecture et en termes de fonctionnalités software. Et à la fin, on va conclure avec un retour d'expérience donc de 2024, de la GTC 2024 sur toutes ces architectures-là. Et le 13 juin, on va partir des nouveautés, des nouvelles architectures de 2024
et brosser toutes les nouveautés qu'il y a et tous les nouveaux softs et toutes les mises à jour qu'il y a. Donc notamment avec QGraph, avec CUDA-Graph, avec toutes ces choses-là qu'on a un petit peu évoquées là. Euh, donc voilà typiquement le programme des 2 derniers webinaires. Et après, on vous laissera tranquille et après, ça sera l'école. Ah oui, mais c'est vrai qu'on est déjà au mois de juin, là. Eh oui, eh ben oui. Oh, Ah, ça va arriver très très vite. mon Dieu. Ok, il va falloir Voilà. que je bosse, du coup, parce que Oui, à préparer. exactement. Ah, ok. Eh ben encore merci Mais et, merci à toi. Toujours un et plaisir. à la prochaine. À la prochaine fois.